Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO. Bienvenue dans ces conversations littéraires du week-end. Conversations littéraires aujourd'hui avec Éric Emmanuel Schmitt, de passage dans nos murs. Bonjour. C'est un honneur rare. Merci d'avoir accepté cette conversation, dont le déclencheur, si j'ose dire, est la parution d'un nouveau volume de votre saga La traversée des temps. C'est le 5e, ça s'appelle Les Deux Royaumes, c'est toujours chez Albin Michel, et on en parlera longuement tout à l'heure. Auparavant, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, qu'on balaye un petit peu votre parcours, parce que on dit ça de beaucoup d'écrivains, mais c'est vrai que vous êtes assez atypique quand même parmi ce milieu littéraire. Vous en êtes conscient? Non. Ah bon. Mais vous allez m'aider à comprendre. C'est vous que je vais écouter. On va trouver toutes vos bizarreries alors. Première chose qui m'avait un petit peu interpellé quand je me suis un peu redocumenté, j'ai vu que vous étiez, à la base on dit Éric Emmanuel Schmitt, il est belge. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. Non, je suis franco-belge en fait. Vous êtes franco-belge. Effectivement. Mais vous êtes lyonnais à l'origine. Je suis né à Lyon, voilà. Qui est une ville que je continue à adorer. Une ville que j'ai fui après la mort de mes parents il n'y a pas très longtemps parce que je ne voyais que leur absence dans la ville, donc elle m'était devenue insupportable. Et puis vous savez, le travail du deuil fait que maintenant je ne vois que mes souvenirs, et que la ville est un millefeuille très riche et que j'y retourne avec une grande douceur au cœur, alors qu'avant c'était une violence au cœur. Et comment la Belgique est arrivée dans cette histoire? La Belgique d'abord est du côté de mes ancêtres, du côté de mon père, si on remonte à plusieurs générations. Et puis elle est arrivée au début des années 2000 où je me demandais où j'allais vivre. Et il se trouve que j'ai fait plusieurs séjours à Bruxelles et je me suis dit mais qu'est-ce que cette ville est agréable. Elle a les avantages d'une grande ville, il y a des salles de concert, il y a du théâtre, il y a des restaurants partout et en même temps elle est provinciale. Elle est tranquille, on peut avoir une maison avec un jardin et puis on se loge beaucoup plus facilement à Bruxelles qu'à Paris. Pour le prix d'un 100 mètres carrés parisien, on a un hôtel particulier. Sauf à Uccle. Ah oui, c'est là que je suis pourtant. Mais et voilà, je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit-là et puis j'y vis depuis 25 ans. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça vous donne un autre regard aussi sur le milieu littéraire parisien. Oui. Et puis avec ce paradoxe que vous êtes académicien Goncourt, donc vous êtes au cœur du système et en même temps pas vraiment. Et oui, moi je me suis toujours méfié des milieux, parce que souvent pour moi un milieu c'est un ensemble de préjugés partagés. Je me souviens d'un prof de philo que j'avais quand j'étais en classe préparatoire qui disait « Quand les hommes s'assemblent, leurs oreilles poussent ». Et j'ai toujours eu une perception comme ça un peu négative des consensus et des préjugés qui finalement fondaient un milieu. Et je me suis toujours un peu tenu à l'écart d'abord par formation philosophique, parce que je me sens toujours un peu à l'écart, alors qu'humainement, j'aime bien être proche des gens. Et puis, tout d'un coup, un coup de téléphone, effectivement, de Bernard Pivot m'a mis au centre du milieu, puisque un jour, Bernard Pivot m'appelle en me disant « Écoute, ici, à l'Académie Goncourt, on souhaiterait que tu nous rejoignes, tu serais élu à l'unanimité, est-ce que tu es d'accord? Pour ça, il faut que tu renonces à l'Académie française, qui aussi me proposait de... » Cruel dilemme. Non, parce que je préfère la fonction d'académicien Goncourt à la fonction d'un académicien à l'Académie française. Tout simplement parce que c'est une mission, être à l'Académie Goncourt. C'est être un homme qui, bénévolement, va profiter de son regard critique et de la lumière dont il dispose, puisque le Goncourt est quand même un projecteur extraordinaire sur un écrivain, pour repérer les talents et pour changer la vie d'un auteur et parfois d'un éditeur aussi. Et je me suis dit que c'était une belle fonction, c'était une fonction qui sollicitait l'altruisme, alors qu'il me semblait que l'Académie française ne sollicitait que
le nombrilisme ou le narcissisme. C'était un honneur. Tandis que l'Académie Goncourt, c'est pas un honneur, c'est une tâche. C'est-à-dire que l'Académie française, si on veut y travailler, on peut. Il y a des académiciens efficaces. Complètement. Et puis il y en a pour qui c'est effectivement un honneur, une rente de situation. Les académiciens Goncourt disent que quand on veut être sérieux, c'est très lourd comme boulot. Vous confirmez ? Je confirme et je comprends très bien que lorsqu'on veut renouveler les rangs, on reçoive beaucoup de refus parce que maintenant les écrivains savent que nous faisons ça très sérieusement. Là encore, je rends hommage à Bernard Pivot. C'est quand même lui qui a mis un peu d'ordre dans tout ça en faisant en sorte que, à partir du moment où nous recevons les livres au mois de juin, nous nous mettons à lire, mais surtout nous nous écrivons quasiment tous les jours pendant tout l'été pour dire j'ai repéré ça, et chacun envoie des critiques. Alors c'est une gazette que j'adore, que je reçois sur mon ordinateur, parce que c'est 10 écrivains qui parlent des livres des autres. Parfois on se lâche. Oui, c'est ce qu'on croit savoir, parce que ça fuite maintenant, alors qu'avant c'était très étanche. Voilà, oui, alors ça, faudrait qu'on trouve la taupe. En tout cas, ce n'est pas moi. Voilà, c'est jamais celui à qui on parle. C'est jamais celui à qui on parle. Mais en plus, non, parce que comme mon espèce d'extériorité, d'excentricité fait que je ne suis pas l'homme qui va après discuter avec tout le monde. On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, vous êtes un lecteur méticuleux, vous prenez des notes, vous annotez, vous commentez, etc. Ça doit vous prendre un temps dingue. Mais j'aimerais qu'on me change le cerveau et qu'on me donne un cerveau plus souple, plus malléable, qui accepte plus facilement les fautes de français, les trébuchements de la syntaxe, l'absence de souplesse dans la phrase, parce que comme ça je souffrirais moins. Mais non, je suis un lecteur épouvantable. Mais justement, quand un auteur arrive à faire taire l'instance critique en moi pour que je retrouve le plaisir, alors là, je suis un lecteur enthousiaste et je défends passionnément les livres que j'aime. C'est qu'il est bon, alors, s'il arrive à vous mettre avec lui ou dans sa poche. Quand il inhibe mes facultés critiques, c'est qu'il a réussi une grande partie du travail. Alors ça, ce sont des restes, si on ose dire, de votre carrière d'enseignant ? Même assez brève. Oui, ma carrière d'abord d'étudiant. Vous avez fait de la philo. D'étudiant, parce que moi j'ai été passionnément un étudiant et je crois que je le suis toujours. Donc j'ai eu le bonheur de faire des études de bon niveau à l'école normale supérieure. Voilà, normale sup, doctorat en philo, agrég, tout ça. Agrég, tout ça. Et donc c'est très formateur. Et après j'ai enseigné 5 ans avec passion. À l'université. À l'université, j'étais maître de conférence à l'université de Savoie. Et puis j'ai été rattrapé immédiatement par le succès quand je me suis mis à faire mes premières pièces. Oui, alors c'est ça qui est assez étonnant. Alors il faut mentionner quand même que vous consacrez votre doctorat à Diderot. Oui. Et que ça fera un livre, ça aussi, un peu plus tard. Oui. Diderot et la métaphysique, ça commence Diderot fort. Et la métaphysique, qui est une synthèse de ma thèse sur Diderot. Et puis j'ai écrit aussi une pièce qu'avait magnifiquement jouée Bernard Giraudot, Le Libertin, dont le personnage principal est Diderot, surpris dans ses amours le jour où il doit... parce que Rousseau s'est défilé, il doit écrire l'article moral de l'encyclopédie. Mais lui, il a une vie pas du tout morale. Et donc Rousseau non plus. Voilà, donc je cherchais les contradictions d'une façon, j'espère, amusante. Et non, j'adore Diderot et il y a une empreinte de lui en moi. Je veux dire, le projet de la traversée des temps, c'est aussi un projet encyclopédique au sens Absolument. où... Et puis, qu'est-ce que c'est le savoir encyclopédique ? C'est un savoir sans hiérarchie. C'est se dire que c'est aussi intéressant de savoir comment on fait du pain, comment on plante une betterave, que la métaphysique de Kant ou la théorie de la relativité d'Einstein. Et moi, j'ai ces curiosités multiples, voire même parfois ces passions multiples. Et donc cet encyclopédisme, c'est une façon d'épouser le monde dans ses coins et ses recoins. Et déjà, voilà, jeune, j'étais attiré par le premier encyclopédiste de notre histoire, qui est Diderot, et il m'a autorisé à cultiver cette flamme. Alors, on est en 94, vous êtes donc jeune maître de conférence en Savoie, comme vous dites, et vous écrivez votre première pièce, oui. Le Visiteur. Pourquoi ? La première, c'est La Nuit de Valognes. La Nuit de Valognes. Ouais, qui est maintenant au programme du bac.
C'est bien. J'ai jamais quitté l'école, vous voyez. Je pensais que c'était Le Visiteur. Le Visiteur, c'est mon premier grand succès. D'accord. La Nuit de Valognes a été un succès d'estime, a été créé à la Comédie des Champs-Élysées. Et pourquoi le théâtre? Pourquoi pas un roman comme tout le monde? Les romans vont venir assez vite, hein, mais pourquoi pas un roman comme tout le monde, si j'ose dire? Parce que je crois que, je dirais, l'arbre sur lequel je chante spontanément, c'est le théâtre. Rien pour moi n'est plus naturel que d'écrire une pièce de théâtre. Je pense que c'est parce que j'en ai intégré toutes les contraintes très très jeune. Puisque à 11-12 ans, j'avais déjà adapté pour mon collège les lettres de mon moulin pour en faire un spectacle. Et à 16 ans, toujours à l'intérieur du lycée, j'écrivais ma première pièce de théâtre. C'est très spontané chez moi, l'écriture théâtrale. Alors que l'écriture romanesque a d'autres exigences et demande à chaque fois qu'on fasse un prototype. Parce que chaque roman est un prototype. Chaque roman est différent des autres. Alors que le théâtre est un genre tellement contraint, contrainte de temps, contrainte de personnages parfois, contrainte de donner des rôles intéressants à tous les acteurs qui vont s'en emparer. Et contrainte parce que tout repose sur du dialogue, puisqu'on peut pas mettre de récitatif ou peu. Donc Et en fait, je dirais comme un poète qui adorerait les contraintes de l'alexandrin et qui s'épanouirait dans ce corset. Moi, ce corset du théâtre m'allait très bien. Mais j'avais en moi des histoires qui ne pouvaient pas être des pièces de théâtre, qui appelait au roman. Et un jour, je suis parti à la recherche du romancier que éventuellement il y avait au bout de ma plume, mais qui était une plume de dramaturge au départ. Mais ça se sent toujours d'ailleurs dans vos romans, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on revienne, parce que c'est quand même pas banal. Donc vous commencez par du théâtre, oui. Et tout de suite c'est un succès, c'est publié, c'est joué, etc. C'est fou. C'est miraculeux, ça. C'est miraculeux. Vous étiez totalement inconnu. Complètement inconnu et puis complètement extérieur au milieu du théâtre. Je me disais comment faire. Et puis ça a été un appel du cœur. C'est-à-dire qu'il y avait une actrice que j'aimais passionnément, qu'aujourd'hui on est en train d'oublier, comme toujours les acteurs du passé. C'était Edwige Feuillère. Ah oui. Edwige Feuillère, qui avait été une star de cinéma dans les années 30-40, mais qui avait aussi créé les textes de Claudel, de Cocteau, de Giraudoux. Et cette actrice magnifique, j'allais la voir... On allait en famille la voir jouer. Et il se trouve que j'avais, par un copain du service militaire, son adresse. Et donc, je lui ai envoyé mon premier texte, La Nuit de Valognes. Et je suis tombé dans un moment où elle avait le temps. Elle l'a lu et elle m'a appelé en me disant « Mais vous êtes une des personnes les plus douées que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. » Vous imaginez ? Beau compliment. Entendre ça. D'Edwige Feuillère. Voilà. Et elle me dit « Je m'occupe de vous. » Elle m'a fait rencontrer mon agent de théâtre. Elle m'a ouvert les portes de la Comédie des Champs-Élysées et d'autres théâtres. Elle s'est occupée de moi. Et une de ses grandes joies, ça a été que quelques années plus tard, deux de ses filleuls de théâtre, enfin filleuls de carrière, Alain Delon et moi, ont travaillé ensemble. Puisque quelques années après, parce que c'est elle qui avait initié le début de la carrière d'Alain Delon, et quelques années après, en 1996, Alain Delon, après 30 ans d'absence au théâtre, montait sur scène avec Francis Huster pour jouer Variation énigmatique, ma pièce. Et là, je peux vous dire que Delon et moi, on a fait la fête à Edwige Feuillère, parce qu'on était tellement émus de voir que tout ça était possible, parce que comme une fée, elle s'était... C'est quand même rare, penchée sur nous. Elle était généreuse. C'est pour ça que je suis au Goncourt aujourd'hui. Pour rendre ce qu'on vous a donné. Parce que voilà, moi, on m'a donné, et quand on a reçu, il faut donner à son tour. Et je me dis, j'étais mal à l'aise ces dernières années, parce que je me disais, mais moi, qu'est-ce que je fais pour les autres, les écrivains ? Et puis, quand est arrivée cette possibilité d'être au Goncourt, j'ai dit, oui, voilà, ça y est, je vais pouvoir à mon tour aider. Elle n'a jamais joué dans vos pièces, Edwige Feuillère ? Mais non. Parce que dans La Nuit de Valognes, elle trouvait que le rôle était trop court. C'est Micheline Prel qui l'avait créé. Bien aussi. Oui, c'était bien. Et puis, quelques années plus tard, comme elle avait des problèmes de santé, c'était Tourmignon, elle, qui avait refusé la première pièce, entre guillemets, mais qui s'était occupée de moi. Elle me dit, « Pourriez pas écrire, Éric Emmanuel, une pièce avec un rôle pour une vieille dame, 2 scènes, assise. » Et malheureusement, je n'ai pas trouvé à temps. Il y a un petit côté Sarah Bernard là-dedans. Mais, oui, c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Quand elle m'appelait au téléphone, c'était magnifique. Elle me laissait des mots. Puis à l'époque, on avait des répondeurs qui enregistraient. Oui. Et elle appelait, elle disait, allô, allô, c'était Edwige Feuillère. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous êtes au fond de l'appartement. Approchez. Ah non, vous n'êtes pas là. Dommage, j'aurais voulu vous parler. Alors, tant pis pour vous.
Je vous aime. C'est magnifique. C'est presque des monologues. Ouais. Et donc, du coup, passage au roman. Oui. Au début des années 2000, avec l'Évangile selon Pilate, puis La part de l'autre, et après de multiples romans. Certes. Oui, parce que je m'étais battu contre moi-même, j'avais énormément travaillé, énormément mis à la poubelle des textes, parce que pour être écrivain, il faut un stylo et une grosse poubelle. Et j'avais fini par trouver la voie de romancier qui pouvait être la mienne. Parce qu'au début, évidemment, on veut toujours ressembler à... Quelques admirations. Ah oui, énorme. Ben non, mais les gens que j'admire sont des tueurs d'écrivains, parce qu'ils sont absolument trop géniaux. C'est ça, vous allez me lire Proust et puis... Et Dostoïevski, voilà, c'est les deux grands tueurs. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait du théâtre au départ. Mais donc il faut se déprendre de ces admirations pour dire, bon, quelle est ma voix ? Elle est peut-être pas aussi sublime que je voudrais, mais quelle est ma voix à moi authentique ? Vous semblez l'avoir trouvé. Oui, je suis parti à la découverte de moi-même. Vaste programme. Non, oui, mais on n'est pas toujours l'écrivain qu'on voudrait être. On est l'écrivain qu'on est en essayant de l'être au mieux. Comme disait André Gide, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Absolument, j'adore cette phrase. Oui, elle est très juste. C'est tellement drôle en plus. Éric Emmanuel Schmitt, on va marquer une première pause grâce à vous, puisque vous savez qu'il est de tradition que notre invité choisisse 2 morceaux de musique. Votre premier extrait, c'est un morceau de Gabriel Fauré, donc la mélodie française dans toute sa splendeur. Oui. Ça s'appelle In Paradisium. Vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on ne l'écoute ? Eh bien, Fauré n'était pas croyant, mais il a écrit un des plus beaux requiem qui soit. Et dans ce requiem, il y a un morceau qu'il n'y a dans aucun autre requiem de toute l'histoire de la musique. Il y a ajouté, c'est In Paradisium. Vous ne trouvez pas ça chez Verdi, chez Mozart, qui eux croyaient. Et il avait la grâce mélodique et harmonique de pouvoir exprimer le paradis. Donc je suis extrêmement sensible à cette musique. Elle m'élève. Eh ben, on va s'élever avec vous. Pas trop, j'espère. Le studio est quand même un peu bas de plafond. Enfin, on va l'éviter avec Gabriel Fauré, In Paradisium.
Merci Eric Emmanuel Schmid de nous avoir permis de nous envoler, de planer, de léviter avec cet extrait de Requiem de Gabriel Fauré. C'est très beau. Et vous remarquiez quelque chose pendant qu'on l'écoutait ? Cette façon de dire Jérusalem, Jérusalem, en latin, voilà. Et c'est une douceur absolument incroyable, Jérusalem. Oui, c'est plus mélodieux, effectivement. Ouais. Les latins n'avaient pas de J, donc c'était Ye ou que ce soit consonne ou voyelle, effectivement, et c'est vrai que c'est très beau. Oui, c'est plus doux, plus liquide. C'est le cas, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de ce choix. Retour avec vous, et on était en train de parler un peu de vos débuts. Donc, vous obtenez le même succès avec vos romans qu'avec le théâtre tout de suite. Mais oui. Et là, pas d'Edwige Feuillère sur les romans. Non, pas d'Edwige Feuillère sur les romans. Ça se passe, il y a un éditeur. Mais ça se passe très très bien. Et exactement comme pour le théâtre, ça devient immédiatement une carrière internationale. Parce que c'est ça qui m'a le plus surpris dans ma vie, c'est vraiment tout de suite l'extension et la répercussion à l'étranger. Je suis vraiment un auteur énormément représenté à l'étranger et énormément lu. Et donc, j'ai l'impression que ça arrive à un autre, vous voyez, quand je vous parle. Parce que moi, je suis tellement concentré sur ce que je suis en train d'écrire maintenant, le livre qui sort et le livre que je suis en train de faire naître. Je regarde jamais le rétroviseur. Là, vous me faites regarder le rétroviseur. Un petit peu, pardon. Oui, mais... Il est bien garni, parce que quand on regarde votre bibliographie, c'est absolument considérable. Oui, mais je crois que j'écris un peu comme un écrivain du 19e siècle, avec un sentiment d'urgence. Je ne suis pas persuadé que la vie soit forcément longue et je pense qu'il ne faut pas perdre une seconde. Et donc, cette espèce de sentiment d'urgence qui me rend gourmand, en fait, d'activité, fait qu'évidemment, je suis assez prolifique. Oui. Vous accompagnez les livres à l'étranger dans principale parution ? Oui. Là, quand je vais vous quitter, je vais partir en Pologne. Alors, dans chaque pays, je vais tous les 2 ou 3 ans. Je vais pas tous les ans. Surtout s'il y en a 50. Voilà. Mais voilà. Puis après, je ferai une grande tournée en Chine. Non, il faut accompagner les livres parce que d'abord peu de livres sont traduits dans chaque pays et voilà, on est à concurrence avec d'autres écrivains et quand on a ça y est touché le cœur des gens, après il faut entretenir cette flamme. Quel est le pays où vous êtes le plus lu en dehors de la France ? Alors, et de la Belgique. Oui. Non. Par exemple, la Pologne est quelque chose, c'est ahurissant pour moi. Il y a quelques années, j'étais l'auteur français le plus lu. Je suis passé après à l'auteur étranger le plus lu. Et maintenant, je suis l'auteur vivant le plus lu en Pologne. Mais alors, c'est pas politiquement correct, mais aussi la Russie, c'est quelque chose de très fort dans ma vie. En fait, tous les pays slaves. Parce que pour les Slaves, comme j'écris avec à la fois l'intelligence et l'émotion, ça va avec la sensibilité slave. Parce qu'ils sont souvent un peu surpris de la froideur de l'écriture des Allemands ou des Français, etc. Mais moi, il y a toujours le cœur. On dit toujours que la littérature française est intellectuelle, cérébrale, que sais-je. Et donc, du coup, moi, comme il y a du cœur et du sentiment, pour les Slaves, c'est quelque chose qui est parfaitement adapté. Puis après, il y a l'Italie. Il y a plein de... Puis après, il y a des pays où j'ai une carrière normale. Mais là, dans ces pays-là, c'est une carrière exceptionnelle. Donc, vous n'êtes pas qu'un cerveau. Il y a aussi un cœur. Ah, mais ça, je le revendique. Moi, une phrase, elle se fait dans ma tête, avec mon intelligence, dans mon cœur, parce qu'elle est colorée par une émotion, toujours, autrement, c'est pas la peine. Et ça, c'est la leçon de Diderot. Hein. Le revoilà. Voilà. Et puis, elle est dans mon corps, parce qu'il faut qu'elle sonne. Vous les lisez ? Oui. Vous lisez à haute voix ? D'abord, j'entends à haute voix. Et ensuite, je lis à haute voix. Et je travaille beaucoup la fluidité de la langue. Je fais des jeux de consonance, d'assonance. Enfin, c'est le musicien rentré, enfin, pas rentré, parce que la musique est dans ma vie, mais tous les musiciens classiques ou les compositeurs me disent « Mais il y a de la musique dans ce que vous écrivez », parce que moi, je leur dis « Oh là là, j'aurais tellement voulu être compositeur plutôt qu'écrivain ». Mais quand j'ai essayé de composer, ça ressemblait toujours à la composition d'un autre. J'étais un caméléon qui allait mourir d'étouffement sur une couverture écossaise, comme disait Cocteau. Et tandis que quand j'écrivais, je trouvais ma voix singulière. C'est aussi l'expérience du théâtre.
Oui, j'imagine. je pense, oui, parce qu'au théâtre, il ne faut pas seulement qu'une phrase soit bonne, il faut qu'elle soit dynamique et tendue pour arriver jusqu'au fond de la salle. Et donc, c'est une phrase qui a des exigences différentes d'une phrase romanesque. Et qu'en plus, il faut qu'elle fasse progresser l'intrigue, puisqu'on n'a encore pas... Ça aussi. Ça, comme je déteste m'ennuyer, j'essaye de ne pas ennuyer les autres. Ce qui est remarquable avec des livres aussi volumineux, Oui. parce qu'en plus, vous êtes prolixe, ou prolifique, comme on veut. Oui, mais vous savez, je suis pour rien au sens où, à part que je travaille beaucoup, je fais les livres comme un pommier fait les pommes, et alors chez moi c'est remontant, quoi. C'est plusieurs fois dans l'année. C'est surtout non-stop. Presque. Mais c'est-à-dire, j'alterne les temps de conception, où je suis enceint, et puis les temps d'accouchement. Donc, le temps de conception, j'écris pas. Mais comme ça se compose dans ma tête, quand je vais écrire très vite. Et quand vous êtes là avec nous, pendant que vous êtes avec nous, que vous parlez d'un roman, vous écrivez déjà le suivant ? Je crois qu'il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas là. Oui. Vous n'êtes qu'à moitié avec nous. Si, j'essaie d'être complètement présent. C'est souvent ce que me disent mes proches. On me dit, oh là, on voit les efforts que tu fais pour être présent. Tu ne m'écoutes pas. Si, mais il y a une partie de moi qui est toujours en train de fabriquer quelque chose. Et puis mais c'est comme une femme enceinte. Je veux dire, tout ce dont elle se nourrit va nourrir le fœtus. Voilà. On prend la métaphore. Ouais. Parlons donc de cette grande saga, parce que vous aimez les suites romanesques. Vous avez déjà publié plusieurs suites romanesques. Oui, c'est-à-dire j'avais tous les entre guillemets petits textes que sont Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, etc. font partie d'un ensemble que j'appelle le cycle de l'invisible. A posteriori, ou quand vous les avez conçus, c'était déjà d'emblée comme ça? Oui, d'emblée. D'accord. Donc cette saga-là s'appelle La traversée des temps. Joli titre, ambitieux, c'est un côté à la fois biblique et un peu SF. Oui, d'ailleurs, je mélange entre... Enfin, moi, j'ai aucun souci des genres, je fais exactement ce que je veux, mais si on regarde ça en termes de genre, ça mélange des genres absolument différents. Le roman historique avec ses informations, mais en même temps, il y a quelque chose de fantastique, puisqu'il y a des personnages qui traversent les temps, et puis le roman philosophique, parce que mon but, c'est aussi de comprendre un certain nombre de choses. Ça parle aussi de l'époque contemporaine, de temps en temps. Exactement. Et puis, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est la place importante des notes en bas de page, où vous commentez vous-même votre texte, où vous apportez des informations historiques, etc. Alors, c'est pas moi qui écris les notes de bas de page, c'est mon héros, Noam. Oui, j'entends bien. Mais... Voilà, qui traverse les siècles, et donc il nous raconte ce qu'il vit, donc on est dans l'action, mais de temps en temps, il prend sa petite distance par rapport à l'action qu'il est en train de raconter et qu'il a vécu, pour reprendre son point de vue d'homme qui a une espèce de panorama de l'histoire de l'humanité devant lui, et donc il fait des grandes digressions sur ce que vont devenir certaines choses, comment elles vont disparaître et apparaître. Et dans ces cas-là, il manie assez facilement l'ironie et la distance. Il y a des pages où il y a presque plus de textes de Noam que de vous. Tout est de Noam. Oui, d'accord. Alors, donc, quand vous l'avez conçu, cette traversée des temps, vous aviez déjà en tête le découpage, comme on dit, du découpage d'un film ? J'ai mis des années à concevoir ce découpage, parce qu'il fallait d'abord que je sois suffisamment à même en termes de connaissances pour pouvoir découper l'histoire de l'humanité dans des moments charnières. Donc pour schématiser, ce sont 4 personnages qui s'appellent donc Noam, Noura, sa femme. Qui est la femme qu'il aime, exactement, Tibor, qui est son beau-père, et Derek, le méchant. Son demi-frère. Méchant. Parfois, oui. Oui, pas très... Voilà, comme c'est une victime, il devient facilement un bourreau. Voilà, c'est le côté sombre de la force. Oui. Et donc, ces 4 personnages sont immortels. Sont immortels par hasard, je dirais. Ils ont été foudroyés, fulgurés, à des âges différents, parce que c'est formidable d'être comme Noam et Noura, d'être fulguré à 25 ans, et après d'avoir une capacité de rénovation de son corps qui fait qu'on garde ses 25 ans. Comme les méduses. Voilà.
Et tandis que Tibor, lui, a été fulguré très très âgé, voire agonisant. Donc il n'a pas droit à finalement une vie perpétuelle, mais à une sorte d'agonie perpétuelle. Mais il sera vieux tout le temps. Tout le temps vieux. Du coup, personne ne remarque qu'il ne meurt pas. Parce qu'on fait moins attention à quelqu'un qui reste vieux longtemps qu'à quelqu'un qui reste jeune longtemps. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont en fait condamnés à un statut de clandestin et d'exilé constant, puisque quand ils restent quelque part, ils sont au bout de quelques années repérés comme des gens absolument pas normaux. Oui, il leur arrive des tas d'événements, sinon il n'y aura pas de roman non plus. Oui, et cette nécessité de fuir, doublée de chez Noam d'une grande curiosité, fait qu'effectivement, il nous emmène dans toutes sortes de civilisations et de lieux sur la Terre. Alors effectivement, c'était ça l'idée d'un déroulé chronologique, donc qui partirait de la préhistoire et qui ira jusqu'à demain matin. Vraiment? Oui. Pas seulement l'époque moderne? Non, demain matin, j'irai jusque-là. D'accord. Et il y aura 8, 9? Alors, en fait, on est à mi-parcours. C'est le 5e, il y en aura 10. D'accord. Vous êtes le second auteur avec qui on a cette discussion. C'est votre collègue d'écurie Michel Onfray, avec qui j'avais la même discussion il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, je remarquais que lui aussi se lance dans des sagas historico-philosophiques. Oui. Et je disais, mais est-ce que vous savez d'avance combien il y en aura? Il me dit oui, mais je ne le dis pas à mon éditeur, parce qu'il annonce des trilogies ou des quadrilogies, etc. Et il y en a une qui a culminé à 10 volumes, effectivement. Alors, il a raison, d'autant plus qu'on a le même éditeur. Oui, exactement. Il a raison, parce que moi, quand j'ai amené le projet à mon éditeur, Gilles Aéry, que par ailleurs je respecte et j'aime. C'est donc le PDG d'Alma Michel. Exactement. Je lui ai dit, voilà, il y aura 10 volumes. Et il m'a dit, ah non, Éric, on va en annoncer 8, parce que 10, les gens vont avoir peur, surtout les acheteurs étrangers. Je lui ai dit, ah bon, mais moi, je suis l'auteur de mes livres, je ne suis pas l'éditeur de mes livres, donc j'écoute mon éditeur, et on a annoncé 8. Et effectivement, c'est très bien, il avait réussi. Les Allemands, les Chinois, les Américains, ils ont acheté les 8. Et puis finalement, il me dit, mais après, tu feras ce que tu veux. Ah, c'est drôle. Voilà. Ah, mais je ne savais pas qu'il était dans la confidence. Je croyais que vous lui annonciez volume par volume. Ah non, moi je suis assez franc. Je suis un peu brut de décoffrage. Donc l'éditeur marche et il y en aura. Et puis devrait y en avoir 10. Je ne veux pas ruser avec quelqu'un avec qui j'avance main dans la main. Parce qu'un projet littéraire comme ça, c'est aussi un projet éditorial. Et c'est sûr, d'envergure. Voilà, et vous savez à quel point c'est vrai, puisque vous êtes un commentateur du milieu de l'édition et du milieu littéraire depuis longtemps, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est clair, on a besoin tous les uns des autres. Et donc, vous avez mis du temps à séquencer, en fait, chronologiquement, je suppose. C'est ça qui a pris du temps? Voilà, parce que je voulais que chaque tome se passe dans une période de bascule, où notre humanité passe d'une ère à une autre. Et par exemple, le premier tome se passe au Néolithique, au moment où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs deviennent sédentaires. Alors ça s'appelait Paradis perdu. Voilà. Et ça, c'est un grand bouleversement dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'on passe d'une humanité très très peu nombreuse au milieu de toutes les espèces animales de la Terre à partir du moment où il y a la sédentarité, eh bien, il va y avoir une explosion démographique absolument incroyable. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Et en même temps, il va y avoir une infériorisation de la femme qui va être au foyer et réduite à son rôle de pondeuse et d'éleveuse des enfants dans les premières années. Et qu'on tire par les cheveux avec une massue sur l'épaule, comme on voit dans les BD. Silex in the City. Voilà, à peu près. Mais donc, à chaque fois, vous voyez, une époque bascule, parce que finalement, dans chaque volume, je peux raconter 2 époques. Donc, Paradis perdu, la préhistoire. Ensuite, La Porte du Ciel. La Porte du Ciel, qui est la traduction de Babel. Donc, la Mésopotamie. Voilà, où je raconte bien ce passage d'abord d'une sédentarité par village aux premières villes de l'histoire humaine, les grandes villes de Mésopotamie, qui sont des villes-cités. Et puis, le passage à l'écriture, qui va absolument changer notre rapport au monde. Je précise que l'écriture, c'est d'abord une invention des comptables. Parce que les petits caractères cunéiformes pour tenir les comptes dans les palais. Les premières tablettes qu'on a, qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est des tablettes de comptables, puisque finalement on inventorie les marchandises, mais aussi on transforme le réel en marchandises. On transforme le réel en items dont l'homme peut disposer à sa guise. Donc il y a un vrai changement, je dirais, de regard, un changement épistémologique dans le rapport de l'homme au monde.
Ça, c'était le deuxième tome. Après Soleil sombre. Soleil sombre, c'est l'époque égyptienne, Oui. avec l'obsession de la mort qui commence à rentrer dans l'humanité, puisque la civilisation égyptienne est véritablement, comme aujourd'hui la Silicon Valley, une civilisation qui cherche des solutions techno-médico-physiologiques pour pouvoir nous rendre immortels. Et donc c'est un deuxième moment de l'humanité passionnant, mais moi que j'aime parce qu'il y a une espèce d'indistinction poétique entre ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui est animal, ce qui est divin, ce qui est humain. J'aime ce moment qui est avant la clarté grecque, qui va tout d'un coup tout découper du réel. La voilà, ça s'appelle La lumière du bonheur. Ah, ça c'est sans doute une de mes époques préférées. Athènes, 5e siècle. Athènes, 5e et 4e siècle. L'irruption dans l'histoire de l'humanité de choses inouïes dont on n'avait jamais parlé, qui n'avaient jamais existé. La démocratie, la philosophie, c'est-à-dire un discours explicatif dénué de références religieuses, et le théâtre. Vous vous retrouvez chez vous, là. Oui, mais en étant chez moi, je suis aussi chez tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on vit en regardant des séries, des films, qui sont simplement les dérivés technologiques du théâtre, c'est-à-dire des humains qui incarnent d'autres humains. Noam, c'est pratique parce que ça vous permet de vivre tout ça par personne interposée. Ben, vous savez, moi j'écris parce que je ne peux pas me contenter d'une vie. Il m'en faut 1001, comme disait Figaro. Et je pense que les lecteurs sont pareils. Une seule vie ne leur suffit pas, il leur en faut beaucoup plus. Et dans l'acte d'écrire ou de lire, il y a cette volonté d'augmenter la vie, de la diversifier, de la pluraliser aussi, et de devenir un homme ou de devenir une femme, d'être jeune, d'être vieux, d'être un Romain, un Égyptien, un Grec. C'est tout ce pouvoir-là que nous offre le livre, qui est un pouvoir tellement enivrant et précieux et constructif. Parce que plus on explore l'humanité, plus on comprend les autres et on se comprend soi. Donc c'est un appel essentiel pour moi, l'appel de la lecture. Mais ça, les époques vont se raccourcir, non ? Parce oui, que le temps... C'est très long au début, vous avez la préhistoire, tout ça. Exactement, et après ça se raccourcit. Et c'est vrai que moi qui ai 60 et quelques, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de mutations déjà, parce qu'elles se précipitent. Je suis passé tout d'un coup d'un monde où la communication a changé. On pouvait parler à quelqu'un à n'importe quel bout de la Terre avec un téléphone portable. Donc, première révolution. Puis après, l'informatique, l'accès tout d'un coup à des données, à du savoir comme il n'y en a jamais eu. Et puis maintenant, l'intelligence artificielle. 3 révolutions en une seule vie. Nos ancêtres elles se télescopent en plus. Elles se télescopent. Nos ancêtres n'en vivaient pas autant. Éric Emmanuel Schmitt, on va marquer une deuxième pause musicale grâce à vous. Alors cette fois-ci, on va écouter du Bach. Oui. C'est quoi ? C'est Erbarme dich mein Gott. C'est un extrait de La Passion selon saint Matthieu, qui est une œuvre dont je me nourris. Alors un extrait, pour se nourrir ensemble, un extrait de La Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach. Et Erbarme dich mein Gott, ça veut dire aie pitié de moi, mon Dieu.
Retour dans Conversation littéraire avec Éric Emmanuel Schmitt. C'est difficile de parler après une merveille pareille. Merci encore une fois de ce choix. Un petit commentaire ? Oh ça m'émeut parce que c'est comme une voix qui essaye de s'élever et qui n'y arrive pas, et qui s'adresse à Dieu et qui dit voilà, aie pitié de moi, et en même temps elle reste à sa place, mais dans un tissu comme ça de musical avec le solo du violon et les basses et le clavecin, c'est moi, je me nourris de Bach depuis toujours, quoi. Et c'est plus qu'un musicien, c'est un médicament. À la fois, il m'apaise, il me remet en ordre et il m'élève. C'est pas mal. Vous écoutez de la musique en écrivant ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Non. Ça vous planeriez et vous seriez distrait. J'écouterais. Oui, voilà. Voilà, parce que pour moi, la musique, c'est comme quelqu'un qui est dans la pièce et qui me parle. Ouais. J'y donne toute mon attention. Parce que les jeunes ont beaucoup de mal aujourd'hui à... Ah oui, la musique d'ameublement. 36 trucs en même temps. Ah oui, moi, la musique d'ameublement, la musique de fond. Enfin, si, par exemple, quand la musique est mauvaise, j'ai la possibilité de faire... on-off, et je fais off, et elle peut passer autour de moi, j'écoute. Mais je ne peux pas fermer mes oreilles à Bach, je ne peux pas fermer mes oreilles à Mozart, à Fauré, à Debussy, à Stravinsky. Ça, je ne peux pas. Bon, toutes oreilles ouvertes. Alors, venons-en, cher Éric Emmanuel Schmitt, venons-en à ces 2 royaumes donc, qui viennent de paraître chez Alma Michel. 5e volume sur on ne sait pas combien au final, parce que vous dites 10, mais peut-être... peut-être que j'ai plus d'un tour dans ma poche. L'inspiration venant... faire un avenant à votre contrat, rajouter encore 2 volumes à la saga. Donc nous sommes dans les 2 royaumes. C'est quoi les 2 royaumes du coup ? Eh bien, je crois que nous vivons tous dans 2 royaumes, mais pour moi, l'empreinte originelle des royaumes dans lesquels nous vivons, elle se dessine au 1er siècle, avant et après Jésus-Christ. Effectivement, c'est le moment... Encore une période charnière. Encore une période charnière. C'est le moment où les Romains conquièrent absolument toutes les terres connues autour du bassin méditerranéen. Et c'est le plus grand empire qui ait jamais été. Finalement, la Méditerranée devient un lac romain. Mare Nostrum, exactement. Oui, mais Et ça, c'est absolument prodigieux. Alors, évidemment, c'est au prix de conquête, c'est au prix de combat, c'est au prix de mort. Mais en même temps, il y a les aspects aussi bénéfiques, entre guillemets, de tout empire et de tout impérialisme. C'est tout d'un coup des routes partout, des aqueducs, une unification du droit, l'accès à la citoyenneté, etc. etc. Et dans cet univers matériel resplendissant, même si le nôtre aujourd'hui est encore plus resplendissant, il y a tout d'un coup un homme qui dit non, réussir sa vie, ce n'est pas réussir dans la vie. Réussir sa vie, ce n'est pas devenir le plus puissant, le plus riche. C'est vivre avec certaines valeurs. C'est être attentif aux autres, c'est vivre dans l'amour, c'est être généreux, c'est être charitable, etc. Et évidemment, cet individu, il dit ça dans un coin perdu du monde, c'est-à-dire en Galilée d'abord, en Judée ensuite. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ce que dit ce SDF, ce clochard, bien va changer la face de la Terre. Gauchiste. Oui, ça va changer la face de la Terre parce que il introduit une idée nouvelle dans l'humanité, quelque chose que personne n'avait jamais dit chez les philosophes, et pourtant les grands philosophes comme Aristote ou Platon. Il dit que les hommes sont égaux, que chaque personne a une valeur irréductible et que les hommes méritent la même attention du regard de Dieu et par conséquent du regard des hommes. Et cette idée de l'égalité, elle est nouvelle dans la culture humaine. Alors vous allez me dire, il y a Bouddha en Asie. Oui, mais c'est en Asie. Moi, je raconte à partir de Mare Nostrum, à partir de notre monde. Et cette idée, elle est absolument... C'est de la dynamite. Par rapport au monde antique tel qu'il est, qui est basé sur l'esclavage, basé en termes humains, mais économiques et politiques aussi, où il y a aussi une hiérarchie homme-femme indiscutable et qu'on n'a pas le droit de discuter. Et puis, c'est aussi un monde où il y a des hiérarchies entre les cités. Je veux dire, c'est pas la même chose d'être né athénien que d'être né à Carthage. Et donc, aux hommes de ce monde-ci, Jésus dit: il n'y a ni maître ni esclave, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif ni romain.
Et donc, cette idée est absolument incroyable. Elle donnera 18 siècles plus tard les droits de l'homme. Et je voulais célébrer son avènement. Et pas simplement parce qu'il se trouve que moi, par ailleurs, j'ai la foi. Non, c'est une considération philosophique. Mais d'ailleurs, il n'a pas été crucifié pour des raisons religieuses. Non, exactement. C'est des raisons strictement politiques. Exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a une place énorme dans l'histoire des idées qui ont fait l'humanité. Cette notion d'égalité qui va plus tard se laïciser, c'est lui qui l'a apporté. Et c'est pour ça que dans le livre, j'oppose... Mais il n'arrive pas tout de suite. Hein. Voilà. On a d'abord les Gaulois. On a les Gaulois. Puis les Romains. Et la transition, c'est Spartacus et la révolte des esclaves. Mais justement, ce n'est qu'une révolte. Même si elle est courageuse, elle est brave et elle finira dans le sang d'une manière atroce. 6000 crucifiés sur la Via Appia. Entre Rome et Naples, une horreur absolue. Mais Spartacus, il n'avait pas de projet philosophique, politique ou social. C'était un noble... C'était un gladiateur. Non, c'était un noble thrace. Oui, mais thrace. qui avait perdu, évidemment, dans sa défense de la Thrace contre les Romains, et qui avait été réduit en esclavage, et qui était condamné à être gladiateur, c'est-à-dire à tuer en public ou à être tué en public. Et il s'est révolté, il a emmené à l'arrivée 70 000 personnes. Mais il a fait trembler la République romaine. Complètement. Moment, hein. Pendant 2 ans, elle n'arrivait pas à contrôler le mouvement de tous les esclaves et les malheureux qui s'étaient joints à Spartacus. D'autant plus que Spartacus invente la guérilla. Alors que les Romains, il leur faut des grands champs bien découverts où ils peuvent disposer de leurs armées. Donc ils sont complètement impuissants face à cette guérilla géniale. Ils ont mis d'ailleurs longtemps à 2 ans. Ouais. À la mater, si je veux dire. Exactement. Après, ils vont la mater d'une façon terrible. Et puis après, évidemment, ce qu'ils vont faire sur les 6000 crucifiés, ça va un peu dégoûter tout esclave. Oui, ça refroidit. Ça refroidit. Mais il n'y a pas que ça qui sanctionne un échec. C'est que c'était une révolte et pas une révolution. Parce qu'il n'y avait pas de pensée politique. Voilà, c'était pour juste... faire une révolution, il faut s'appuyer sur un concept. Et le concept, c'est Jésus qui va l'apporter. Nos ancêtres les Gaulois, j'aimerais bien qu'on s'y attarde quelques minutes, parce que vous vous êtes beaucoup amusé, visiblement. Alors, j'ai adoré. La mode est un peu Gaulois. réhabilitée maintenant, après avoir dit que c'était des brutes, etc. Et effectivement, on sait maintenant que c'était pas des abrutis, ni des brutes, ni des... Mais c'était de la contre-idéologie, parce qu'en fait, on connaissait les Gaulois par ceux qui les ont détruits. Jules César le premier, dans la guerre des Gaules. Qui n'est pas le plus méchant, d'ailleurs, sur les Gaulois. Qui n'est pas le plus méchant, mais qui n'est pas le plus juste non plus. C'est-à-dire que, par exemple, il dit les druides sont des prêtres. Pourquoi il dit ça ? Ce n'étaient pas des prêtres, c'était les savants et les philosophes, comme il y en avait en Grèce. Chaman, en fait. Plus, c'est aussi les détenteurs du savoir, vraiment du savoir en biologie, en physique, etc., etc. On mettait 21 ans à devenir druide, 21 ans de formation. Mais pourquoi il dit ça ? Parce qu'il ne veut pas reconnaître à un peuple dit barbare la sophistication qu'il reconnaît aux Grecs, puisque les Romains parlaient latin mais pensaient grec. Bien sûr. Et donc, il va dire plein de choses fausses sur les Gaulois. Les Gaulois n'écrivaient pas. Donc, on n'a pas de témoignage. C'est dommage pour eux, en effet. Voilà. Et puis, on sait pourquoi. Oui, pour garder le monopole du savoir. C'est-à-dire que les savants écrivaient. Alors en fait, eux, les druides savaient parfaitement lire et écrire le grec, mais ils interdisaient qu'on lise et qu'on écrive dans les pays de la Gaule, parce que ils pensaient que la transmission écrite était faussée. Et c'est très intelligent. C'est-à-dire que, finalement, quand on transmet oralement, on recontextualise toujours ce qu'on a à dire en fonction de la personne à qui on parle, du moment que l'on vit, et donc c'est un discours adapté. Donc c'est souple, c'est mobile, alors que la parole écrite, elle peut conduire à des crispations, à abandonner l'esprit pour la lettre, alors que l'oralité n'abandonne jamais l'esprit, et à créer le littéralisme et tous les intégrismes et fanatismes qu'on va connaître après, à partir du moment où on s'appuiera sur des écrits. Donc en fait, et pourtant je suis écrivain, il y a un danger de l'écrit.
Ah bah, Voilà. merci d'en rajouter. J'ai pas dit que l'écrit est en danger, j'ai dit qu'il y a un danger de l'écrit. Mais peut-être les deux. Mais c'est vrai que ça les a desservis au niveau de la, du De la patrimoine. transmission. La Mais transmission. fort heureusement, l'archéologie a fait ces dernières décennies des découvertes extraordinaires et elle nous a permis de comprendre plein de choses qui manquaient dans les textes ou dans l'absence de textes. Et donc moi, je me suis servi vraiment des dernières connaissances archéologiques pour reconstituer ce monde gaulois. Et j'ai eu un grand bonheur à vivre en Gaule. Ça se sent. Ouais. Ça se sent. Énorme travail de documentation Énorme. que Que vous je fais faites tout seul. Tout seul. Bah oui, parce que quand je cherche, je ne sais pas forcément ce que je cherche. C'est quand je l'ai trouvé que j'ai compris ce que je cherchais. Donc, si je faisais faire ça par quelqu'un d'autre, évidemment, je n'y arriverais pas. Oui, Donc, en plus, j'imagine que quand vous cherchez, quand vous trouvez quelque chose, ça s'articule déjà, vous savez Voilà. ce que vous allez en tout faire. de suite, moi, ça Donc s'agrège. vous gagnez du temps. Et je gagne du temps, en fait, à tout faire tout seul. Il y a beaucoup d'auteurs le disent. On parlait de Michel Onfray tout à l'heure, Oui. il fait sa doc pour les mêmes raisons d'ailleurs. Exactement. Et puis après, alors, je fais relire par chaque volume par 2 spécialistes de la période. Donc, j'en ai déjà usé 10. De désespoir ou... Non, mais parce que je prends vraiment des grands spécialistes de chaque période pour qu'ils relisent le manuscrit en me disant si j'ai fait une erreur, si je me suis trompé dans l'écriture d'un mot. Il y en a beaucoup. Ça dépend des époques. Alors, vous allez m'obliger à me vanter un peu. Non, il n'y en a pas beaucoup. Bah, Voilà. Mais vous parce êtes que aussi bon que sur la préhistoire que sur mais je travaille Rome à très l'époque sérieusement. Mais d'Auguste. vous le disiez en début d'émission, j'ai été formé, quoi. J'ai fait des Oui, grandes... j'entends bien. Je fais des grandes études quand on fait classe prépa. Et Ça puis... nous fait pas peur la doc, en effet. Non, c'est ça. Et mais on a même un plaisir. Moi, je suis un peu sapiophile. Hein. J'adore apprendre. Ça va, c'est pas trop grave comme maladie. Pareil. Donc, la Gaule, Rome et Jérusalem. Donc. Enfin. Tout ça, 1er siècle. Oui. 1er siècle avant Avant, Jésus-Christ en Gaule, le passage par la Rome d'Auguste, et ensuite, sous Tibère, Noam se rend à Jérusalem. Évidemment, on ne dira pas ce qui lui est arrivé là. Le temps a passé vite avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Juste un petit mot du prochain volume, le 6, parce qu'on est déjà impatient. Oui, eh bien, ça va être un grand bouleversement dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire les invasions barbares, la destruction de l'Empire romain pour des raisons internes aussi bien qu'externes. Et dans ce tome, je pourrais peut-être montrer mon inquiétude pour la culture. Parce que tout d'un coup, la grande culture latino-grecque va disparaître parce que plus il y a une baisse de l'instruction, il n'y a plus assez de gens qui lisent le grec et le latin. On ne recopie plus les parchemins parce qu'on passe aux manuscrits. Et la culture est toujours en danger. Des pans de civilisation vont disparaître par incurie. Par absence de volonté de tenir compte des choses. Et quand je vois le monde d'aujourd'hui, j'ai aussi envie d'alerter en disant attention. On voit le parallèle, effectivement, entre ce Moyen-Âge... La haine de la culture et la haine d'une certaine culture irraisonnée peut conduire à la disparition de beaucoup de cultures et à une décroissance de nos capacités d'apprendre et de connaître. Donc, prochain volume l'année prochaine, en janvier de 2027. 2027. Voilà. Oui, on n'est pas encore en 2026. Dans un an, quoi. Oui, ça va, c'est raisonnable. Vous reviendrez nous en C'est parler. raisonnable pour les lecteurs. Pour moi, c'est de la folie pure. Oui, continuez. Vous viendrez nous en parler, Éric Emmanuel Avec Schmitt. plaisir. Merci. Les Deux Royaumes, Éric Emmanuel Schmitt, c'est chez Albin Michel, comme quasiment toute son œuvre. Oui, c'est d'elle. plus de l'amour, c'est de la paresse. À bientôt. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.